Bonjour, je vais vous présenter notre démarche pour créer une application de réalité virtuelle en technologie minérale au Cégep de Thetford. On était 3 personnes au Cégep de Thetford pour travailler sur le projet. Il y avait moi, il y avait Nadia et Eric. On a débuté le projet en 2017, puis nos premiers tests sur... tests, là, c'est pas des rôles de laboratoire, là, mais on a essayé ça en classe, la session qui vient de se terminer là, au mois de mars ou avril. On est bien content du résultat. Au Cégep, on a obtenu une petite récompense là, pour la qualité de notre projet. On était innovants, fait que on était heureux. Dans le fond, je vais vous présenter les étapes rapidement de la création du projet, du départ jusqu'à la fin. Comment ça a parti, ce projet-là? C'est que nous, à l'interne, au Cégep de Thetford, on essaie de toujours reviser nos compétences. Qu'est-ce qu'on montre aux étudiants? C'est-tu encore d'actualité? Sinon, qu'est-ce qu'on peut faire pour l'améliorer? Puis là, on s'est rendu compte qu'il y avait quelque chose qu'on avait bien de la misère avec. C'était au niveau de la santé et sécurité. Il y avait des manquements. Dans le fond, évaluer les risques pour la santé et sécurité, prévenir des incidents ou des accidents de travail. C'était un des meilleurs exemples qu'on avait, qu'on voulait travailler dessus. C'était au niveau du champ de vision. Nous, c'était vraiment présenté de façon papier. On avait des beaux diagrammes. On montrait les angles morts, ça peut ressembler à ça, à ça. Puis je vous dirais que, mettons, 15 minutes après l'avoir présenté, bien, ça se peut que ce soit oublié. On avait de la misère à faire vraiment rentrer ça dans la tête aux étudiants que quand on est dans un camion comme ça, on ne voit rien. Puis c'était pas juste, là, on a écrit le 400 tonnes, mais c'était pas juste le 400 tonnes, c'était tous les engins qu'on peut rencontrer dans une mine. Le champ de vision peut être pas très élevé. Pourquoi on s'est demandé pourquoi on avait ces problèmes-là, pourquoi on n'était pas capable de faire comprendre ça aux gens. Nous, dans notre cas, il y avait comme 2 problèmes. Le premier problème, ça c'est un problème que tout le monde va rencontrer, c'est que travailler autour de ces équipements-là, moi si je pars avec ma classe de 28 étudiants et je les apporte autour d'un camion qui est en train de fonctionner, ça se peut que je me fasse arrêter rapidement. Ce serait, au niveau sécuritaire, là, ce ne serait pas top. Fait que ça, c'était notre premier problème qu'on avait identifié. Le deuxième, c'était plus un problème qui était en rapport avec Thetford. Thetford, si on veut s'en aller d'une mine, là, présentement, bien, ils sont assez loin. Là, mettons, à Rouen, là, on était à peu près à 9 heures. Donc, on avait un problème de distance. Problème de distance, c'est un problème de coût pour nous. Fait que, on ne voulait pas se laisser arrêter par ça. Fait qu'on s'est dit, on va essayer de développer une façon de faire, pas nécessairement réalité virtuelle au départ, qui va nous permettre de régler ce problème-là. Fait que, on avait 2 buts. Le premier, c'était vraiment de sensibiliser. Puis là, c'est important, le mot sensibiliser. On ne voulait pas qu'ils apprennent par cœur que dans ce type de camion-là, tu as tel angle mort là, à gauche, à droite. Ce n'est pas ça qui est important. C'est de sensibiliser à la réalité. Puis, deuxième, bien, on veut que ce soit un apprentissage qui soit durable. Notre 15 minutes là, de rétention, on ne veut pas ça. On veut qu'il y ait ça pour la vie, pour ne pas l'écraser jamais. Donc, là, on s'est demandé de quelle façon qu'on peut utiliser la technologie pour y arriver. Qu'est-ce qu'on a fait? C'est qu'on a pensé à plusieurs technologies, dont ça pourrait être seulement des photos 360. On aurait pu prendre une photo à l'intérieur d'un camion, puis regarder c'est quoi le champ de vision. Ça pourrait être aussi des vidéos. Après ça, il va y avoir des vidéos 360. Mais ce qu'on s'est rendu compte, nous, c'est super intéressant ça, mais ce qu'on s'est rendu compte, c'est qu'on veut que la personne qui mette le casque de réalité virtuelle, on veut qu'elle soit partie prenante de l'activité, elle ait des décisions à prendre. Si elle a des décisions à prendre, on l'implique dans son apprentissage. Il n'est plus seulement spectateur comme au cinéma, mais il devient acteur. C'est ça qu'on voulait. Fait que là, on s'est dit, la réalité virtuelle, c'est peut-être ce qu'il nous faut. Un espèce de jeu vidéo, mais qu'on va apprendre des choses à l'intérieur, ce serait intéressant pour nous. Fait que là, il s'en est suivi une phase de brainstorming. On pensait, on essayait de créer quelque chose dans notre tête. Ce bout-là, il a été fait un petit peu à l'interne au Cégep. Il a été fait aussi avec nos collaborateurs chez Super Splendide. Ce que ça a donné, en gros, là, après plusieurs étapes de brainstorming, c'est qu'on en est arrivé à quelque chose qui ressemble à ça.
On a un camion. On va placer quelqu'un ici. Après ça, il va y avoir aux alentours, il va apparaître des personnages. Ces personnages-là, il va falloir qu'on décide s'ils sont vus ou s'ils ne sont pas vus par le chauffeur du camion. Fait que s'ils ne sont pas vus, on va mettre un X dessus. S'ils sont vus, on va les laisser comme tels. Qu'est-ce qu'on fait après? C'est qu'on va communiquer. On va communiquer avec le chauffeur du camion. Puis le chauffeur du camion, il va nous informer s'ils sont vus ou s'ils ne sont pas vus. Si on a des bonnes réponses, ben, ça va nous donner un point. Si on a une mauvaise réponse, ben, on va perdre ce qu'on pourrait appeler une vie ou une chance. Dans le jeu, on va avoir 10 chances avant que notre partie soit terminée. Ce qui est intéressant là-dedans, c'est tout le côté ludique. Le côté qu'on va faire des points lorsque on va arriver à avoir la bonne réponse, puis qu'on va perdre des vies lorsqu'on n'aura pas la bonne réponse. Fait qu'une fois qu'on a identifié à un endroit si les personnages sont vus ou pas, on est téléporté à un autre endroit pour refaire la même chose. Donc, une fois qu'on avait notre concept, c'était rendu l'étape de programmation. Lorsque c'était la programmation, ben, ça a été réalisé encore par Super Splendide. Là, j'ai écrit que ça a pris environ 2 mois. C'est à peu près. Puis, eux, ils ont fait ça dans un moteur de jeu qui s'appelle Unity. Dans le fond, ce moteur de jeu-là, ça sert pour faire les jeux vidéo que vos enfants ou vous jouez. Sauf que c'est adapté dans un but éducatif. C'est intéressant. C'est un moteur de jeu vidéo qui a plein de ressources déjà disponibles et gratuites à l'intérieur. Donc, on ne part pas de zéro. Ensuite, lorsque ça a été programmé, on est arrivé à la phase test. On a fait ça avec un petit groupe d'utilisateurs. Le petit groupe nous a permis de détecter 2-3 petits problèmes. Nous, de notre côté, c'était notre première activité en réalité virtuelle. Le problème qu'on a détecté de notre bord, c'est qu'on s'est demandé, on a un casque, on a 13 étudiants en avant de nous, qu'est-ce qu'on va faire avec les 13 autres étudiants qui ne travaillent pas? Fait que là, on a pensé à ça. Puis, on est arrivé avec une solution qui est très intéressante. On croit que ça a apporté un gros plus. C'est qu'on a fait travailler les gens en collaboration. Comme vous allez le voir plus tard, dans quelques secondes, c'est qu'il y a une personne qui porte le casque, qui réalise l'activité. Les autres personnes qui sont dans la classe vont l'aider en regardant sur un tableau qu'est-ce que la personne voit à l'intérieur du casque. Donc, on travaille en coopération. On travaille aussi la communication. Il y a quelqu'un qui a le casque, il ne voit pas les gens qui lui parlent. Donc, on va utiliser le bon vocabulaire, on va utiliser les bons mots. Puis, ce qu'on s'est rendu compte aussi, c'est l'étape qu'on va appeler le pré-briefage et le débriefage. Pré-briefage, c'est avant l'activité, puis débriefage, ben, c'est après. Ce qu'il faut faire là-dedans, c'est expliquer l'activité, c'est quoi. On ne veut pas les plonger directement dans l'activité sans leur faire une petite mise en contexte. On va leur expliquer, là, tu vas apprendre les angles morts, à quoi ça peut ressembler. Puis, on veut commencer le processus de réflexion dans leur tête. On amorce le processus. Donc, on va leur dire, selon toi, les angles morts sur un camion comme ça ressemble à quoi? Puis, des choses comme ça. Cette étape-là, c'est super important. Si on n'a pas le pré-briefage et le débriefage, on voit que l'efficacité de l'activité est de beaucoup diminuée. Ce qu'on a fait par la suite, là, on est arrivé en classe. On est rendu à l'utilisation comme telle dans la classe. Ce qu'on a fait, première étape, il y avait des étudiants qui n'avaient jamais mis des casques puis qui n'avaient jamais pris des manettes dans leurs mains. Nous, il faut qu'on se rappelle, ce qu'on veut, c'est qu'on veut les sensibiliser sur les angles morts. On ne veut pas leur faire apprendre la réalité virtuelle, c'est quoi. Fait qu'au départ, ce qu'on a fait, c'est qu'on leur a présenté des vidéos de l'INMQ en réalité virtuelle, là, avec le casque, les 2 manettes. Fait que là, ça leur permettait de se familiariser avec l'activité. L'effet « wow », là, il y a toujours un effet « wow » au début quand tu mets ça, c'est le fun. Puis, elle passait durant cette activité-là. En plus, il apprenait le fonctionnement des manettes. C'est assez difficile d'expliquer à quelqu'un comment que les manettes fonctionnent quand il y a un casque sur la tête. Tu lui dis « paye sur le bouton là », il ne le voit pas, il y a le casque. Fait que, on fait ça durant l'étape de familiarisation. En plus, on a ajouté un petit truc intéressant, c'est que lorsque la personne regardait la vidéo,
il y avait des questions à remplir, fait qu'il y avait un partenaire à côté qui lui demandait des questions. Puis puisque les deux personnes ne se voyaient pas, il y en a un qui a le casque, il regarde la vidéo, l'autre qui a juste une feuille de papier, il note des choses, bien, on doit travailler sur la communication. Puis le travail d'équipe, il était renforcé à ce niveau-là. Lorsqu'on arrive à l'activité, la journée de l'activité, il y a le pré-briefage. Qu'est-ce qu'on fait? On leur explique les règles du jeu, on leur présente l'activité. Sur une feuille de papier, ils doivent présenter les angles morts. Donc, ça amorce le processus. Là, on me fait signe qu'il me reste 5 minutes, je me dépêche. L'activité comme telle, au départ, on va avoir, comme je vous disais, les personnages à identifier. Est-ce qu'ils sont vus ou ne sont pas vus par le conducteur du camion? C'est ce qu'on va faire à l'instant. Quand on croit qu'ils ne sont pas vus, comme le personnage à droite, on y met un X dessus. Quand ils sont vus, on les laisse comme ça. Ensuite, le chauffeur du camion va nous dire s'ils sont vus ou ne sont pas vus lorsqu'on l'appelle avec la radio. Par la suite, on va être transporté ailleurs dans la mine. On fait la même activité. Il peut apparaître entre 1 et 3 personnages. À chaque fois, il faut les identifier. Est-ce qu'ils sont vus? Est-ce qu'ils ne sont pas vus? Et on appelle le chauffeur du camion. Ici, vous voyez notre tableau sur lequel on a les points. Là, bon, là c'est au début, fait qu'il y a 0 point. Mais la personne a déjà perdu 3 chances. Lorsqu'elle va arriver à 10 chances de perdu, c'est là que ça devient le plus intéressant. On va se transporter à l'intérieur du camion. À l'intérieur du camion, là, on va voir vraiment qu'est-ce que le chauffeur va voir. Dans le fond, les personnages qu'on avait eu à identifier vont être placés aux mêmes endroits, sauf que là, on a le point de vue du chauffeur de camion. Comme je vous disais, on travaille en équipe. Il y a une personne qui effectue l'activité. Les autres vont pouvoir l'aider. Ce qu'on a fait, c'est que c'était une compétition d'équipe. On avait 5 équipes de 5 personnes. Chaque membre de chaque équipe faisait la simulation. On cumulait le pointage pour voir c'était qui la meilleure équipe. Fait que c'était une petite compétition. Les gens aimaient bien ça. Il y avait une petite rivalité qui s'installait. C'est la partie qu'on est à l'intérieur du camion. Là, c'est saccadé. J'ai ralenti un petit peu l'image parce qu'on a tendance à bouger vite à l'intérieur du camion, puis c'est un petit peu désagréable. Les personnages en rouge, c'est des personnages qui ne sont pas vus normalement par le chauffeur, qui sont dans ces angles morts. Donc, on voit vraiment qu'à l'intérieur d'un camion, on ne voit pas grand-chose. Finalement, on va passer ça. Finalement, on a l'étape de débriefage. À cette étape-là, c'est là qu'on apporte les conclusions. En général, la conclusion des gens, c'était qu'on ne voit pas grand-chose dans un camion. Puis l'attitude qu'on va devoir adopter, bien, ça va être une attitude de prudence. En général, on va essayer d'agir comme si on n'était pas vu par le chauffeur du camion. Dans ce cas-là, on s'assure qu'il n'y ait pas de trucs fâcheux qui arrivent. Puis, on pouvait leur donner aussi les vrais angles morts, mais je vous avouerai que ce n'est pas l'étape qui est intéressante, c'est vraiment plus la sensibilisation. Cette simulation-là, on l'a essayée sur 2 groupes. À chaque année, on va la répéter dans le cadre du cours Santé-Sécurité. On croit qu'elle a son plus. C'est des groupes de peut-être 30 personnes environ. Donc, il faut se prévoir du temps. C'est une activité qui est plus longue que juste prendre un crayon et un papier. Par contre, on sent que les élèves sont intéressés. Ce qu'on s'est rendu compte, sans aucune étude très poussée, c'est que nos étudiants qui ont plus de difficultés académiques réussissent très bien avec une activité comme ça. On dirait que leur attention est plus portée dans la simulation. On a des étudiants qui ont moins de facilité à l'école, mais c'était le genre d'activité qui les rejoignait beaucoup. Puis ça, ben, c'est intéressant, essayer d'être inclusif, aller chercher tout le monde. En terminant, notre petite compétition entre plusieurs équipes, ben, c'est notre équipe gagnante. Puis on
Ah, ils ont gagné des cocos Cadbury. On les a demandé qu'est-ce qu'ils pensaient de l'activité. Fait que c'est à peu près tous les mots qu'ils nous ont dit. Fait que amusant, intéressant, enrichissant. On n'a pas enlevé, fait qu'on on a même le mot movible, mais bon. Donc, je crois que c'est une réussite. Puis, on va essayer de continuer. On va travailler sur la phase 2 pour aller de l'avant là, avec des nouveaux projets en réalité virtuelle. Donc, c'était rapide. J'espère que ça a été correct. Bonjour tout le monde, mon nom est Mathieu Ouellette, je suis conseiller en communication au Centre de formation professionnelle Val-d'Or. Alors, je viens vous présenter le deuxième projet en réalité virtuelle de la journée. Au CFP Val-d'Or, ce qu'on a développé, en fait, c'est l'écaillage secondaire en réalité virtuelle. Donc, en fait, rapidement, j'ai divisé ma présentation en 3 parties. Donc, je vous présente le projet en tant que tel. Ensuite, je vous présente comment on l'a développé et finalement, je vous dis vers quoi ça nous a amené. Donc, présentation du projet entre la théorie et la pratique. Si j'ai à vous résumer très simplement, en fait, le module 3 de la FMTM, la formation modulaire du travailleur minier, qui existe, en fait, qui est présente au Québec depuis plus de 20 ans. Donc, le module 3, en fait, est l'écaillage secondaire. Pour figurer, pour ceux qui ne connaissent pas la FMTM, en fait, ce sont des modules de santé et sécurité obligatoires à tout travailleur qui doit aller sous terre. Donc, c'est bon autant pour les gens, par exemple, du DEP en extraction de minerais, que pour ceux qui sont électriciens, soudeurs, des ingénieurs, des techniciens. Donc, tous ceux qui vont sous terre se doivent d'avoir les modules. Certains sont obligatoires, d'autres non. Donc, l'écaillage secondaire est un module obligatoire. Donc, toute personne qui descend sous terre se doit de savoir comment faire l'écaillage secondaire. Pas l'écaillage primaire, ça c'est vraiment les équipements qui vont le réaliser, mais l'écaillage secondaire. Donc, c'est de prendre en fait ce module-là qui est un module de 16 heures, obligatoire comme je le disais, d'en faire la synthèse et de pouvoir le mettre dans un casque de réalité virtuelle. Donc, simplement, c'est de partir du cahier, des images en fait, qui sont là et de la présentation PowerPoint qui est reliée et d'en faire un exercice complet, une synthèse d'environ une quinzaine de minutes dans un casque de réalité virtuelle. L'objectif, en fait, comme il est écrit, c'est la diversification des méthodes d'apprentissage. On a un cahier, on avait des PowerPoint, on avait quelques vidéos, mais de plonger en immersion complète l'apprenant, c'était chose totalement nouvelle. Pour certains aussi, il faut penser, les mineurs sous terre, eux, c'est quotidien d'aller sous terre. Mais par exemple, un soudeur ou un mécanicien qui doit aller faire une réparation, il ne va pas régulièrement. Donc, déjà là, de le voir et d'être en immersion, ça aide énormément versus simplement des photos. Donc, en fait, le but de la réalité virtuelle, c'était la compréhension des notions théoriques qui étaient faites en classe, parce que bien que c'est un module très court quand même, 16 heures, ce n'est pas très long, il y a des notions théoriques, il y a des aspects très particuliers sur lesquels il faut faire attention, et il y a des étapes, en fait, il y a une séquence. L'écaillage, en fait, c'est vraiment la dernière étape d'un processus qu'il faut faire, et tout le monde doit savoir comment le faire. Je vais vous présenter une partie d'une vidéo, en fait, qui est ici. Donc, c'est une image, en fait, qui est carrée parce que là, vous êtes vraiment dans la vision. On a enregistré, en fait, ce que les gens voient dans le casque de réalité virtuelle. On a mélangé, en fait, on est allé à Eldorado Gold Lamaque. On a filmé une galerie réelle dans laquelle, ensuite, on a ajouté des points d'information et de l'interactivité. Donc, par exemple, si je débute la vidéo, alors là, on a une narration qui explique différents éléments. Donc là, ce qu'on peut voir, par exemple, c'est qu'est-ce qu'il faut vérifier sur une barre à écailler. Quel est son levier, quelle est l'extrémité est affilée, etc. Donc là, la narration explique au fur et à mesure. Et si on va plus loin, en fait, vous voyez ici, par exemple, on est rendu à l'étape de choisir la bonne barre à écailler. Donc, l'apprenant, en fait, sélectionne du regard une première barre et doit déterminer si celle-ci, elle est correcte pour l'utilisation ou elle ne correspond pas pour l'utilisation dont on doit en faire. Si on se trompe, là, la narration vient expliquer quelle est notre erreur et qu'est-ce qu'on aurait dû vérifier. Donc, vraiment, on vient chercher des étapes de validation. Donc,
Ce qui est bien, en fait, c'est que l'apprenant peut se tromper, mais aussi, c'est tout le temps sous forme de validation. Donc, on passe chaque étape de l'écaillage comme ça. Et au final, en fait, si je continue, donc, par exemple, ici, on a un point. Et là, quand le point disparaît, c'est que, comme je vous dis que c'est très technique, on doit faire le sondage quand on va sous terre. Donc, on sonde la paroi avec la barre à écailler et là, on doit écouter les sons que ça fait. Et là, les sons dans une mine, ça peut être un environnement qui est relativement bruyant. Il peut y avoir des véhicules qui passent. Il y a de la ventilation également. Donc, ce qu'on fait, en plus d'avoir le casque de réalité virtuelle, c'est qu'on a des écouteurs à réduction de bruit. Donc, on coupe tous les bruits environnants. Si quelqu'un mettait ça ici, par exemple, on n'entendrait pas nécessairement la discussion ou très faiblement. Et là, il y a 6 points d'évaluation. Donc, on apprend vraiment. Si c'est un son clair, qu'est-ce qu'il faut faire? Si c'est un son creux, qu'est-ce qu'il faut faire? Donc, en fait, parce que dans le module, c'est écrit quand c'est un son creux, il faut écailler. Quand c'est un son clair, tout est beau. Mais entre un son clair et creux, je ne me souviens plus quel formateur disait ça ce matin, mais vous aurez probablement tous une interprétation différente de ce qui est clair et de ce qui est creux. Donc, en l'ayant, en étant en immersion, mais aussi en l'ayant avec l'environnement sonore, bien là, ça devient beaucoup plus concret pour ensuite aller sous terre et de vraiment réaliser l'opération. Donc, en fait, ça ne vient pas remplacer l'étape sous terre, c'est simplement une étape avant la pratique pour voir si on a bien acquis les notions. Donc, comme je le disais, c'est la compréhension des notions théoriques. Là, j'ai donné un bref exemple avec le son, mais on a aussi, par exemple, comment bien laver la paroi, comment bien se positionner de façon sécuritaire. Donc, quand on est rendu à cette étape-là, par exemple, il y a différents points au sol et l'apprenant doit déterminer si chacun des points correspond à un positionnement valide pour faire de l'écaillage. Donc, on est toujours dans les notions de santé, sécurité là-dedans. Ce projet-là, en fait, notre objectif, vraiment, c'était de dire comment on peut apporter la mine en classe. Et on trouvait que la réalité virtuelle et le casque dont on utilise correspond bien à ça parce que l'apprenant est en situation immersive. Comme l'autre présentateur le disait tout à l'heure, une fois qu'on met le casque, on ne voit que l'environnement, donc on est réellement sous terre. Donc, en mettant ce casque-là pour le projet d'écaillage, on se retrouve à Eldorado. On peut ajouter des interactions avec des validations comme méthode d'apprentissage. Donc, ça aussi, ça devient intéressant. Donc, ça vient ajouter un beau complément. Et la technologie, en fait, c'est une technologie qui est accessible et portative. Ce qui est intéressant avec ce casque-là, c'est que c'est un casque autonome. On n'a pas besoin d'ordinateur et on peut l'apporter n'importe où. Donc, essayer le projet. Donc, ça aussi, ça devenait très intéressant pour ça. Parce que la formation modulaire du travailleur minier, oui, ça se donne à Val-d'Or, mais on la donne également à Chicoutimi, par exemple, ou à La Sarre, où il y a des entreprises qui la donnent directement dans leur bureau, ou certaines universités, par exemple, qui donnent le module 1 directement dans les campus universitaires. Donc, il y a une forte délocalisation de l'enseignement des modules miniers. Donc, ça vient répondre aux besoins. Rapidement, je n'irai pas dans le gros détail, mais en fait, si je vous explique de c'est quoi la philosophie derrière ce projet-là et nos projets en général pour la réalité virtuelle. En fait, la première étape, c'est de regarder ce que l'industrie du jeu vidéo produit en termes de jeux, mais aussi en termes de technologie. Parce que les casques de réalité virtuelle, à la base, c'est un produit de divertissement. Donc, c'est de prendre ça. C'est de regarder aussi qu'est-ce qu'on fait de l'autre côté en formation. C'est d'arrimer les deux ensemble, mais sans oublier 2 éléments très importants. De 1, la pédagogie, et de 2, la conception technique. C'est de prendre ce que l'industrie du jeu vidéo produit, développe, regarder du côté de la formation, de jumeler ça ensemble, de s'assurer d'un côté pédagogique qui entre en lien avec la conception technique de ça. Parce qu'on pourrait concevoir un produit, par exemple, une activité, mais qu'il n'y a aucune notion pédagogique dedans. Donc, il y a toujours un équilibre à faire dans cette partie-là. Donc, et c'est ce qui nous amène au projet. Pour développer, en fait, le projet d'écaillage secondaire, on est passé par différentes étapes. La première, en fait, débute au colloque FMTM 2018, où, en fait, à chaque année, on rencontre les formateurs qui donnent cette formation-là. Et la première étape qu'on a dû faire, c'est l'éveil.
Parce qu'on a demandé aux formateurs, on leur a expliqué ce qu'était la réalité virtuelle, ce qu'était la réalité augmentée, ce qu'étaient des vidéos 360 degrés, dans le but un peu de les démêler, mais ensuite de leur donner un sondage et dire, selon vous, vous êtes tous des formateurs, qu'est-ce qui serait pertinent à faire comme projet, que ce soit en réalité virtuelle, en réalité augmentée, etc. Et ce qui est ressorti, en fait, c'est l'écaillage secondaire parce qu'il y a beaucoup de petites technicalités. Donc, c'est vraiment ce qu'on a décidé de faire. L'étape d'ensuite, maintenant qu'on sait qu'on doit travailler sur l'écaillage secondaire, c'est de voir maintenant qui peut réaliser le projet. Et là, en fait, pas longtemps après, en fait, toujours en 2018 et en 2019, on a établi un partenariat avec l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue, avec le département de création de nouveaux médias. Donc, et eux nous ont dit, oui, c'est possible, ça pourrait être un projet que des étudiants de l'UQAT peuvent réaliser. Donc, on s'est associé avec eux et là, vraiment, on a commencé la conception du projet. On est allé sous terre faire du repérage parce qu'en fait, les étudiants à l'UQAT sont des experts du contenant de la plateforme qu'on a créée pour la réalité virtuelle, mais il leur fallait quand même une vision du contenu. Donc, on est toujours en train d'associer nos experts de contenant avec nos experts de contenu, nos conseillers pédagogiques notamment, et de réaliser le projet conjointement. Ensuite de la conception, en fait, est venu les essais. Donc, on a essayé. C'est certain qu'on traverse tout le temps des étapes où il y a des petites erreurs et tout ça. Donc, on doit ajuster. On l'a fait essayer aussi à des formateurs. On l'a fait essayer aussi à des élèves également. Donc, chacun trouvait en fait qu'avec ce projet-là, oui, la théorie, le guide est bien, mais là, on vient vraiment cristalliser en fait les notions apprises parce que là, on le vit réellement. Et finalement, on est à l'étape d'utilisation. Différents partenaires pour ce projet-là. Donc, bien sûr, le Centre de formation professionnelle qui est le porteur du dossier, l'Université du Québec en Abitibi-Témiscamingue et finalement Eldorado Gold Lamaque parce qu'on a décidé de le mettre en environnement réel. Donc, on a amené une caméra 360 et on a filmé une galerie réelle plutôt que de la numériser parce que là, en fait, c'est important de bien voir l'environnement dans ce projet-là. Ce que ça nous a apporté, en fait, pour conclure la présentation, c'est une nouvelle équipe. Le projet, en fait, les étudiants de l'UQAT qui ont travaillé sur ce projet-là, en fait, c'est que depuis août cette année, on en a engagé un à temps plein au Centre de formation professionnelle pour continuer à développer du contenu, d'aller plus loin, d'aller de l'avant aussi. Donc, et aussi, on a acheté des équipements spécialisés. Donc, oui, on a les équipements, mais on a les ressources humaines et on a les experts de contenu au centre de formation. Alors, de plus en plus, on est capable de créer des projets par nous-mêmes. Et les projets en cours, en fait, actuellement, qui sont en développement, on a la numérisation d'environnements miniers, que ce soit des galeries sous terre ou des usines. Imaginez-vous un peu l'équivalent d'un Google Street View, un peu ce qu'on voyait tout à l'heure dans les vidéos. Donc, on peut se déplacer, cliquer sur des vidéos au travers de ça. Si un formateur ou un responsable de la santé et sécurité disait « Ah, tu iras voir à tel étage dans l'usine, il y a telle option qu'il faudrait aller vérifier. » Mais au lieu de dire seulement verbalement, il peut y montrer concrètement dans une application qu'est-ce qui est faisable. Et sinon, un autre projet qu'on développe, en fait, là, on change de catégorie de casque, mais on peut faire de l'inspection de véhicules en réalité virtuelle. Donc, c'est un projet qui est en développement. Avec ce casque-là, ce qui est intéressant, c'est qu'on a une liberté de mouvement sans être connecté par un ordinateur. Donc, si je mets le casque, par exemple, puis la salle était vide, je le mets, je pourrais avoir un scoop, une chargeuse navette ici et me promener tout autour et de faire l'inspection. Et là, même pour aller plus loin, puis là, je reviens à la présentation de Meglab, on pourrait, ce qu'on souhaite dans une phase 2, c'est que l'enseignant, en fait, coche différents bris d'équipement ou des choses à inspecter. Et là, l'apprenant doit, dans son inspection, les trouver. Donc, c'est sûr, dans la mesure aussi de l'observable et tout ça. Mais on a, avec ce casque-là, aussi des manettes. Donc, on peut vraiment ouvrir des portes, sortir la tige pour vérifier l'huile, par exemple. Donc, on est vraiment là dans l'environnement réel et de voir. Et ce qui est intéressant aussi, c'est que l'enseignant peut voir le point de vue direct de l'apprenant. Donc là, vraiment aussi, on est dans une belle approche pédagogique pour faire de la rétroaction ensuite. Et voilà, c'est ce qui termine ma présentation.